Bonsoir à tous. Merci d'être venus pour écouter ma présentation je vais parler un peu des zooms sur les contaminants dans les eaux souterraines. Je vais présenter, hein, bien sûr, je vais partager l'écran. Donc moi, je m'appelle Cyprien Soulaine, je suis un modélisateur. Alors on va parler géosciences, mais j'ai pas un bagage géosciences. Alors ça m'a un peu mis la pression quand on m'a dit que j'allais parler à des enseignants SVT. J'ai plutôt fait des études sur plutôt mathématiques et physique. Donc ce qui est un des ingrédients essentiels, hein, dès qu'on fait de la modélisation. Alors peut-être que ça pourra donner quelques éclaircissements sur de quoi on a besoin quand on veut faire de la modélisation, mais surtout à quoi la modélisation peut servir en géosciences, parce que ça reste un des éléments essentiels. De croire qu'il n'y a que la SVT en géosciences, ça serait d'ailleurs une erreur. Donc on a aussi besoin de physique et de mathématiques, d'informatique. Je vais essayer de mettre ça en lumière dans cette présentation. Alors j'ai aussi donné quelques sueurs froides à Anne, ça s'est pas vu, ça s'est pas vu à l'écran. Dans mon agenda, j'avais écrit 19 heures. Heureusement, je suis arrivé à l'heure. Merci pour pour le rappel. Là, vous devez voir mon écran en plein écran. Donc cette présentation, ça va vraiment être un zoom sur le transport des contaminants dans les eaux souterraines. Alors quand j'appelle zoom, c'est à prendre au sens littéral, c'est-à-dire on va vraiment zoomer sur ce qui se passe aux plus petites échelles lorsqu'on a une contamination. Donc, en préparant cette présentation, je suis tombé sur cette image que j'aime beaucoup et je pense qu'il fait une belle introduction et qui illustre beaucoup nos problèmes de contamination des eaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici sur cette image? Genre, déjà, on voit que c'est un dessin qui est un peu ancien. On peut imaginer il a un certain âge. Je montrerai l'année tout à l'heure. On voit un sol, on voit une main qui est en train de déverser un liquide noirâtre qu'on imagine assez aisément qu'il est pas très propre, sur le sol, à même le sol, dans un trou qui a été rempli de gravier. Donc, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la légende. Alors, la légende, vous la voyez ici à l'écran, je l'ai traduite en français pour les non-anglophones. Donc, ce qui dit que faire de son huile de vidange, donc le liquide noir, hein, c'est de l'huile de vidange, vous l'aviez deviné. Donc, la solution, c'est assez simple. Creusez un trou dans le sol, dans votre jardin, remplissez-le avec des graviers, puis on verse l'huile dedans, et on revient le lendemain matin, c'est magique, la tache noire a disparu. La tache noire a disparu, et vous n'avez plus qu'à attendre la prochaine vidange pour recommencer l'opération. Alors, c'est assez étonnant, hein, c'est surprenant vu de 2025 de voir ce type de schéma. Moi, ce qui m'interpelle d'autant plus, c'est ce que vous pouvez voir ici sur l'année, donc 19, oups, vous voyez mon curseur, 1923, mais c'est un article, une publicité, on pourrait dire, ou enfin, plutôt un article scientifique qui était publié dans un magazine Popular Science, donc un magazine qui serait l'équivalent du Science et Vie aujourd'hui en France. Donc, ce qu'il faut voir, ça c'était en 1963. La régulation en France, c'est 1979. Les huiles de vidange, hein, c'est pas dans le jardin, c'est pas dans un trou dans le jardin, c'est à la déchetterie ou au garagiste. Mais en tout cas, on peut pas se séparer facilement de notre huile de vidange dans le jardin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 60? Ça peut paraître étonnant parce que pour le coup, on connaît les circulations des fluides dans le sol, on sait comment le sol est constitué, euh, on a toute cette connaissance du cycle de l'eau et du transport dans les eaux souterraines. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est plutôt dans une notion de toutes les ressources sont infinies. Et donc là, dans toutes les ressources, c'est y compris la ressource en eau. C'est-à-dire que les volumes qu'on veut mobiliser vont être tellement importants que notre petite huile de vidange, elle va se diluer et notre contamination va disparaître dans ces volumes gigantesques. Alors, on va essayer de regarder un petit peu de quoi on parle sur ces volumes gigantesques. Et au lieu de partir des très gros volumes, combien il y a de volumes d'eau sur la planète, on va plutôt partir quels sont les volumes qu'il faut pour pouvoir diluer en fait ces composés toxiques. Alors, je vous ai mis à l'écran quelques exemples de polluants qu'on peut retrouver qui sont assez classiques. Donc, ils sont classés par densité. Donc, vous avez la ligne où vous avez l'eau. Donc, tout est rapporté à l'eau ici.
Et vous avez des polluants qui vont être moins denses que l'eau, donc c'est-à-dire moins denses que l'eau, ils vont avoir tendance à flotter au-dessus de l'eau, et des polluants qui vont être plus denses que l'eau, donc c'est eux, ils vont avoir tendance à couler et à descendre plus en profondeur. Alors, je voudrais attirer votre attention sur la dernière colonne de mon tableau, celle qui parle des seuils de toxicité. Donc, si par exemple vous regardez sur ce polluant-là, chlorure de vinyle, donc c'est un des composés extrêmement toxiques qui est utilisé notamment dans l'industrie chimique pour faire du PVC. Vous voyez qu'il y a le seuil de toxicité, c'est 3 microgrammes par litre. Alors, à quoi ça correspond? 3 microgrammes par litre. C'est pas évident à se rendre compte. Donc, on parle de 3 millionièmes de grammes par litre. Si donc seuil de toxicité, c'est au-dessus de ce seuil, on va considérer que notre composé est toxique. Donc on a une pollution. Donc 3 microgrammes par litre, grosso modo, ça serait une cuillère à café dans une piscine olympique. Donc si on verse une cuillère à café de chlorure de vinyle pur concentré dans une piscine olympique, voilà, on est au niveau du seuil de toxicité, on en verse une deuxième, on est complètement polluant. Et ça, c'est un composé qui est connu hein, pour développer un certain nombre de cancers. Donc, oups. Si on y verse, donc généralement, c'est pas, ces composés vont se retrouver sur des volumes assez gros. Ah, j'ai deux écrans, j'ai perdu mon curseur. Voilà. Donc, si on avait 1 litre de chlorure de vinyle, grosso modo, il faudrait 300 000 mètres cubes d'eau pour être sous les seuils de toxicité. Ça veut dire qu'il nous faudrait, pour un seul litre, hein, une bouteille, il nous faudrait 100 piscines olympiques pour être au-dessous de ces seuils de toxicité. Donc, on voit quand même que les chiffres commencent à être assez vertigineux. Donc, quand on est dans le sous-sol, ces contaminations, elles vont descendre par gravité, elles vont s'infiltrer et, euh, et elles vont atteindre les réservoirs d'eau souterrains. Alors là se pose la question, comment on imagine ces réservoirs d'eau souterrains? Donc on voit ici, on voit une coupe verticale où on a la surface, l'eau qui va s'infiltrer, une première zone qui est le sol hein, sur les premiers mètres, et dès qu'on va descendre un peu plus bas, on va atteindre sur ce qu'on appelle bah, les réservoirs d'eau, les aquifères et ensuite des couches imperméables. Donc, toute notre pollution, elle va éventuellement descendre par gravité là, jusque dans notre réservoir d'eau. Alors, c'est là la question, comment on peut imaginer ce réservoir d'eau? Alors, assez souvent, quand on parle de réservoir d'eau, l'image qui vient en tête, c'est des grosses cuves, des gros lacs souterrains qui seraient en dessous. Alors, on est un peu les premiers responsables hein, de véhiculer cette information parce qu'on utilise souvent ces belles images qui sont en effet qui, qui, qui ont une certaine esthétique, mais qui révèlent assez peu la notion de stockage d'eau souterrain. En réalité, on n'est pas sur des lacs souterrains. Alors, je ne dis pas qu'ils n'existent pas, ils existent, bien évidemment, mais la majorité de l'eau souterraine, elle est dans les aquifères, qui sont des milieux poreux. Donc, les milieux poreux, hein, c'est un ensemble, c'est de la roche, grosso modo, c'est de la roche qui contient des petits interstices à travers lesquels s'écoulent les fluides. Donc, pour un volume de roche, on va avoir entre 10 et 40% de pores, d'espace à travers lesquels peuvent s'écouler les fluides. Et la taille de ces pores, selon la roche, selon votre formation, la taille de ces pores, ça va être entre 5 et 100 microns. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est dans les ordres de grandeur, le diamètre d'un cheveu, c'est à peu près 40 microns. Donc notre eau souterraine, elle va s'écouler dans un réseau de canalisation où les tuyaux ont la taille d'un cheveu. En termes de diamètre, c'est à peu près l'idée qu'il faut avoir en tête. Et donc, vu qu'on va avoir ces volumes, les volumes à travers lesquels se situe notre eau, euh, ils sont seulement 10% hein, pour un volume donné. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, du coup, ça va grossir hein, notre volume qu'il faut mobiliser, notre volume de sol qu'il faut mobiliser pour pouvoir être sous nos seuils de toxicité si on a 1 litre de notre contaminant. Et donc, on voit ici que pour diluer notre litre de contaminant, il va nous falloir 3 millions de mètres cubes. Donc, tout de suite, on est sur des volumes qui sont beaucoup, beaucoup plus gros que notre petit litre avec lequel on a commencé.
Donc ça, c'est une partie de l'histoire. En réalité, c'est plus compliqué hein, sur les volumes qu'on cherche à voir. C'est plus compliqué parce que notre espace poral, il va pas contenir que de l'eau. On va aussi avoir de l'eau et de l'air, hein, selon la profondeur à travers laquelle on se situe. Donc, c'est-à-dire qu'on augmente encore le volume. Et surtout, ils sont en mouvement. Ils se mettent en mouvement. Ils se mettent en mouvement parce que la nappe, elle est en mouvement. Donc, en termes d'ordre de grandeur, c'est à peu près quoi? Une nappe, ça serait, on pourrait être dans nos ports qui font la taille d'un cheveu. On a des écoulements qui sont à peu près de l'ordre du mètre par jour. C'est à peu près la taille. Donc, c'est du ouais, millimètre par seconde. Donc, alors, j'ai coupé le son. Donc là, c'est une expérience qu'on a fait au laboratoire pour montrer. Alors, c'est dommage, je ne peux pas couper. Donc, c'est une expérience qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une boîte à Darcy. Donc, vous voyez en haut ici, vous voyez la surface. Et on injecte à travers ce puits ici, on injecte un contaminant. Donc, initialement, on injecte un contaminant. Alors là, c'est inoffensif, c'est du bleu de méthylène. On voit cette tache de contaminant qui commence à grossir par diffusion. Donc, c'est un mécanisme, hein, c'est par diffusion, la tache commence à grossir. Et vous allez voir ici, on ouvre le robinet. Donc là, vous avez à droite et à gauche, vous avez deux réservoirs d'eau. Ils sont à la même hauteur, donc il n'y a pas de mouvement. Tout d'un coup, on va vider le réservoir de gauche. Donc là, l'eau va baisser. On va avoir une différence de hauteur d'eau entre notre réservoir de gauche et notre réservoir de droite. Ça va induire un déplacement du fluide. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre polluant commence à s'étaler. Et il commence à s'étaler. Alors certes, il se dilue en même temps qu'il s'étale, mais il s'étale et notre tâche de polluant commence à prendre beaucoup d'espace dans notre réservoir. Et à la fin, ben, elle retourne vers la rivière. Donc ça, c'est à savoir, hein, notre polluant, quoi qu'il en soit, dans notre cycle, une fois qu'il ressort, il va ressortir vers l'exutoire. Donc cette expérience qu'on a fait au laboratoire avec un polluant complètement inoffensif, les habitants de cette commune de l'Est de la France, près de Strasbourg, ont eu la mauvaise surprise de l'avoir en vrai, pour le coup, avec un vrai polluant. Donc ils sont, lors de travaux qui ont été faits, des puits de forage qui ont été faits pour sonder, pour faire des pompages hein, d'eau potable, on a trouvé des traces de pollution. C'était dans les années 90, début 90, un peu par hasard. Donc des traces de cette pollution, chlorure de vinyle. Et en faisant plusieurs puits de forage, et on s'est rendu compte qu'en fait, cette tache de pollution, elle s'étalait sur près de 12 km de long, 1 km de large. Donc c'est ce que vous pouvez voir. C'est ce que vous pouvez voir sur le schéma ici. Et elle continuait d'avancer en direction de Strasbourg. Donc, il y a la première question qui s'est posée, c'est d'où vient cette pollution? Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, des modélisations pour essayer de comprendre l'origine exacte de la, de la source de pollution et toute une étude qu'on pourrait dire un peu pas archéologique, mais un peu des études dans les journaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait eu un accident dans les années 70, un accident d'un camion-citerne sur une des routes départementales. Et que ce camion-citerne, il s'est renversé, il a déversé 4000 litres hautement concentrés de tétrachlorure de carbone qu'on n'a pas pu récupérer. Donc on a pu en récupérer une partie, on n'a pas pu tout récupérer, et le reste s'est infiltré, et on voit qu'au bout de 20 ans, bah, cette pollution qui était très localisée hein, s'est étendue sur ces, ces surfaces qui sont gigantesques. Alors ici, bien sûr, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Bah, on va chercher à dépolluer, pas évident quand on est sur des surfaces qui sont aussi importantes. Et malgré tous les efforts qui ont été faits aujourd'hui, on voit toujours les effets de cette pollution sont toujours visibles. Donc, comment on peut faire pour essayer de mieux comprendre ces pollutions, comment elles vont se diffuser et pour pouvoir développer des techniques de remédiation et de surveillance efficaces. Donc, la difficulté,
C'est qu'on a affaire à des systèmes qui vont faire intervenir plusieurs disciplines. Donc, on va parler d'hydrogéologie, des écoulements des fluides. On va parler de géochimie parce que on a des organismes avec des réactions, hein, enfin des composés chimiques qui vont se dégrader, qui vont évoluer. Et de la biologie, hein, qui va faire, par exemple, la bioremédiation, où on va avoir des petites bactéries qui vont venir grignoter nos contaminants. Un des problèmes de l'étude de ces systèmes, c'est leur dimension et le fait qu'en étant milieu poreux, on en a parlé tout à l'heure, on va avoir des phénomènes qui se passent à des échelles microscopiques, donc à l'intérieur des pores, mais qui vont avoir un impact à l'échelle du bassin versant. Donc là, on va parler du kilomètre, de la dizaine de kilomètres, de la centaine de kilomètres. Donc les processus qui se déroulent, ils évoluent dans le temps. Et surtout, si on veut étudier les milieux poreux, alors on pourrait dire oui, bah, je sais pas, je vais faire une expérience, mais je vais pas voir ce qui se passe dans un milieu poreux naturel parce que à cause de son opacité. Donc, comment on peut étudier ces systèmes? Comment on peut visualiser ces processus de façon directe? Donc, nous, l'approche qu'on développe à l'Institut des sciences de la Terre, c'est de se focaliser sur les petites échelles parce que c'est là où se passe la majorité des phénomènes, c'est là où sont leurs origines, pour ensuite les mettre à l'échelle. Donc on a toute cette notion de mise à l'échelle, et nous, on va vraiment se focaliser sur cette petite échelle avec un triptyque de méthodes qui fait intervenir de la modélisation numérique, de la microfluidique, je vais vous détailler tout ça par la suite, et de l'imagerie microtomographie. Donc là, les simulations numériques, elles vont nous permettre d'envisager des scénarios, de mieux comprendre les lois physiques de ce transport de contaminants. La microfluidique, elle va nous permettre de reproduire nos milieux poreux, de développer des milieux poreux synthétiques et d'observer les phénomènes directement sous microscope. Et la microtomographie, donc c'est microtomographie à rayon X, c'est la même chose que quand vous allez faire une radio parce que vous êtes cassé le bras. Donc là, on va faire une image en 3 dimensions, voire en 4 dimensions parce qu'elle évolue au cours du temps, des processus de façon in situ, donc ce qui sont des techniques non destructibles. Et une fois qu'on a toutes ces informations à ces petites échelles, donc bien évidemment, l'idée c'est de développer les modèles à grosse échelle pour pouvoir faire nos prédictions sur le transport et sur la diffusion de ces contaminants. Donc dans cette présentation, je vais surtout focaliser sur la partie modélisation, simulation numérique et sur la partie microfluidique. Donc au niveau de la modélisation, notre objectif c'est de reproduire le monde réel par une réalité virtuelle. Donc c'est un peu ce que je représente sur ces schémas. Donc on a le monde réel et on veut avoir une réalité virtuelle sur lequel on va travailler sur ordinateur. On va essayer de faire des expériences numériques. Alors pourquoi on cherche à faire ces expériences numériques? Premièrement, parce qu'on veut faire des prédictions. Donc si on a une contamination quelque part, on veut pouvoir savoir où est-ce qu'elle va se développer et dans combien de temps elle va atteindre, par exemple, telle ville. À partir de ces expériences numériques, bah, ce qu'on cherche à faire, c'est envisager par exemple des scénarios de remédiation, donc en testant différents paramètres, différents produits, à quel endroit c'est le plus adéquat de forer un puits pour pomper, est-ce que c'est la bonne stratégie? On peut voir aussi qu'on va faire des expériences numériques parce que les échelles qui nous concernent sont tellement grandes ou tellement petites que c'est difficile en fait de faire des expériences en réel. Donc on cherche à faire des expériences numériques. Alors ça veut dire quoi en fait faire ces simulations? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi je viens pas du monde de la SVT, je viens vraiment du monde mathématique, physique. Donc, la modélisation numérique, elle est à l'interface de ces disciplines scientifiques, hein, que sont les mathématiques, la physique-chimie, l'informatique. Donc, à partir de la physique et de la chimie, on va y développer des lois, les lois, par exemple, les lois d'écoulement, sous forme d'équations mathématiques qu'il va falloir résoudre. Elles peuvent être souvent assez compliquées, je vais vous en montrer quelques-unes tout à l'heure. Et on ne peut pas les résoudre à la main. On ne peut pas les résoudre avec son crayon et sa feuille de papier et son crayon. Elles sont tellement compliquées qu'on va chercher à les résoudre à l'aide de l'ordinateur. Donc, c'est-à-dire, il faut les programmer et faire les calculs à partir de machines qui sont plus ou moins puissantes selon les calculs. Donc, sur les lois physiques, excusez-moi.
Donc, nous, on va développer un certain nombre de logiciels hein, pour pouvoir étudier faire cette étude de la ressource en eau. Donc, c'est-à-dire qu'il nous faut une bonne connaissance des lois physiques, des lois de l'écoulement, qui peuvent être assez compliquées parce que on a plusieurs physiques qui sont couplées. On en a parlé tout à l'heure. On va avoir plusieurs phases fluides qui se déplacent, par exemple de l'air, de l'eau et nos contaminants. On a cet aspect multi-échelle qu'il faut bien prendre en compte. Et on a plusieurs applications. Tout ce qu'on fait, c'est pas dédié que au transport de contaminants, hein, c'est beaucoup plus large, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation du sous-sol. Donc nous, dans notre cas, on va essayer de modéliser le transport, dans cette présentation, le transport de contaminants au niveau de l'échelle des pores, donc quand on est sur ces échelles qui sont micrométriques, où on va pouvoir résoudre de façon explicite ce qui se passe entre les grains du solide. Donc là, ce que vous voyez ici, je vous parlais tout à l'heure de l'imagerie tomographique. Là, c'est une image tomographique hein, d'un sable qu'on a fait, à travers lesquels on pourrait faire une simulation pour calculer l'écoulement et du coup en déduire les propriétés de nos sols. Donc les équations qu'on cherche à résoudre, c'est celle-là. Alors, vous formalisez pas, c'est la seule diapo où j'ai mis des équations, mais je voulais quand même montrer ce qui se passe derrière ces outils de modélisation qui fournissent souvent des belles images et qui paraissent euh, un peu solution miracle, hein, où on appuie sur un bouton et on a un beau calcul. Derrière, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lois physiques. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est les équations de Navier-Stokes. Donc c'est les équations de la mécanique des fluides, qui sont parmi les équations les plus difficiles à résoudre. Et ces équations permettent de calculer tous les types d'écoulement de fluides. Donc les fluides, quand j'entends les fluides, c'est au sens très large, hein. Ça peut être de l'eau, les mouvements des masses d'eau, les mouvements des masses d'air, les mouvements des magmas. Moi, je suis dans un laboratoire où beaucoup de gens regardent les magmas. Donc c'est aussi ce type d'équations hein, qui régissent les déplacements. Donc pour les résoudre, c'est compliqué. On ne peut pas les résoudre sur le papier. Donc c'est pour ça qu'on fait appel à nos modélisations numériques. Donc il y a toute une technique hein, pour pouvoir les implémenter dans nos codes de calcul et pour pouvoir les résoudre. Donc ce que vous voyez ici, c'est un résultat de simulation. Donc on a un échantillon sur lequel on a zoomé. Vous voyez que les grains solides. Donc en blanc, c'est nos grains solides. Entre nos grains, donc on a du fluide avec un calcul, avec un champ de vitesse. Et ici, ce que vous voyez, c'est le transport d'un contaminant. Donc en bleu, c'est pas contaminé. En rouge, c'est contaminé. Donc vous voyez que ça se passe de façon assez hétérogène. On a quelques chemins préférentiels sur lesquels on est contaminé préférentiellement. Et ensuite, on va contaminer par diffusion le reste du système. Donc ça, c'était un des exemples de simulation. Un autre exemple de simulation que je peux vous montrer, c'est celui-là. Donc ici, j'arrive pas à stopper la vidéo. Je remets en grand écran après. Donc pour commencer, ce qu'on voit, tout ce qui est en rouge, ça va être une phase aqueuse non miscible. Donc un contaminant non miscible, par exemple un solvant chloré ou une huile. Donc on va partir de notre point de départ, c'est qu'on a notre milieu poreux, notre sol qui est complètement contaminé, saturé par ce type de contaminant non miscible. Donc on voit, hein, c'est tout rouge, ça occupe intégralement notre espace poral. Et ce qu'on va faire, on va tenter un traitement ici où on va envoyer de l'eau de la gauche vers la droite. Donc on a un puits injecteur là, de l'eau vers la gauche et vers la droite, on va récupérer nos contaminants. Et c'est ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on voit? Donc en bleu, c'est de l'eau. Donc on voit qu'on a notre interface entre entre l'huile et l'eau qui se déplace. On est en train de pousser l'eau, de pousser l'huile. Donc on pousse l'huile vers la sortie. Mais par contre, on voit que tout n'arrive pas à être récupéré. Donc on a quelques petites gouttelettes ici dans notre système qui vont rester piégées. Et elles vont rester piégées à cause d'une force qu'on appelle la capillarité. Et cette capillarité, elle va faire cette saturation résiduelle de nos gouttelettes de contaminants. Et c'est une des pollutions les plus difficiles à remédier. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une fois qu'on a ces gouttelettes-là, on pourrait dire, bon, c'est résiduel, c'est pas si important que ça.
C'est pas si important que ça, mais rappelez-vous les seuils de toxicité dont on a parlé au début. En fait, ces gouttelettes, elles vont contenir hein, les molécules toxiques et les composés toxiques, ils vont se diffuser de notre goutte vers la phase aqueuse, vers l'eau, et on va avoir une diffusion sur des temps beaucoup plus longs. Donc, on cherche à développer certaines techniques pour pouvoir en fait chasser ces gouttelettes qui restent piégées par capillarité. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. De quelques techniques qu'on essaye de développer au laboratoire pour pouvoir remédier, pour pouvoir chasser, déloger en fait ces gouttelettes qui sont piégées par capillarité. Donc la deuxième approche dont je vous parlais tout à l'heure dans notre triptyque de méthode, c'est la microfluidique. Alors la microfluidique, c'est une technique qui a été développée initialement, je dirais, qui est beaucoup utilisée hein, en pharmacologie, par exemple, en chimie pour faire de la chimie fine, parce que c'est la science des volumes très faibles. Donc nous, avec cette technique, on applique ces techniques-là pour les géosciences. Donc on va chercher à reproduire nos milieux poreux sur des puces microfluidiques, micrométriques, de façon à pouvoir observer tous les processus qui se passent dans nos sols. Pour pouvoir les observer sous microscope, de façon à avoir une visualisation directe de ce qui se passe pour avoir une meilleure compréhension et pour pouvoir éventuellement confronter les modèles numériques qu'on développe par ailleurs. Alors, vous voyez ici une image qui est une photo de notre plateforme microfluidique hein, qu'on a à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. C'est assez classique. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un microscope. On voit un microscope ici. Vous avez une pompe. Alors, les pompes, ça s'appelle des pouces-seringues. Hein. C'est vraiment, on a une seringue et et on a un moteur qui va pousser la seringue à un certain débit qu'on a fixé au début. Et on va faire notre expérience sous le microscope, ici, sur lequel on va enregistrer via des films où on a plein de techniques, par exemple de l'imagerie Raman, qui va nous permettre de suivre en temps réel la composition chimique de nos systèmes. Donc, ces expériences, elles sont faites dans des micromodèles. Les micromodèles, donc c'est les fameuses puces dont je vous parlais, les puces microfluidiques. Ah, c'est pas très joli. On a un certain nombre de, de schémas qu'on peut utiliser un certain nombre de géométries qu'on a pour pouvoir faire ces expériences. Donc, on reproduit la structure de nos milieux poreux. Donc, on peut aller sur des structures qui représentent vraiment, par exemple, ici, un grès, ici, un carbonate, donc avec toute leur complexité, ou sur des géométries beaucoup plus simples qui vont nous permettre, en fait, d'isoler un des mécanismes pour pouvoir l'étudier indépendamment les uns des autres. Et on regarde également des milieux poreux réactifs. Donc ces schémas de milieux poreux, il nous faut toute une technique en fait hein, pour pouvoir les reproduire sur des puces. Et la technique, c'est la microfabrication. Donc microfabrication qui se fait en salle blanche. Donc nous, on a la chance de travailler avec un laboratoire qui possède une salle blanche et donc le Grémy qui peut fabriquer ces puces. Donc comment ça fonctionne? C'est la même technique qui est utilisée pour développer les puces électroniques. Hein. C'est vraiment les mêmes techniques. Donc, on commence par une plaque en silicium et sur lequel on dépose une résine qui est photosensible. On va, sur cette résine photosensible, on va y mettre un masque de la géométrie que nous, on cherche à reproduire. Donc, ici, notre milieu poreux. Et on va l'exposer aux ultraviolets. Cette exposition aux ultraviolets, elle va elle va protéger en fait certaines régions de la résine photosensible. Ensuite, on va dissoudre, et ce qui fait qu'on voyait, c'est comme ça qu'on va commencer à creuser notre résine. Donc là, on commence à avoir un pattern. À partir de là, on a deux types de techniques qu'on utilise. Dans la première technique, donc on va graver les zones qui n'ont pas été protégées par la résine
Ensuite, on nettoie complètement la résine, on couvre le tout, et donc là, on a notre puce. On peut envoyer nos fluides à travers ce système. Donc, vous avez compris, hein, c'est une vue transverse ici de nos micromodèles. Le problème de cette approche, alors on est très précis, on peut faire des belles expériences. Le problème, c'est qu'elles sont assez coûteuses parce que souvent les expériences ne sont pas reproductibles. Dès qu'on a fait une expérience, on peut difficilement nettoyer nos micromodèles. Donc l'autre approche, moins coûteuse, c'est d'utiliser nos, nos moules comme des moules pour mouler en fait des micromodèles en PDMS qui est un polymère qui nous permet d'avoir nos micromodèles à bas coût. En fait, on peut en mouler autant qu'on veut avec ce type de système. Donc, à quoi ça sert, à quoi ça ressemble à une expérience microfluidique? Sous microscope, ça ressemble à ça. Donc ici, on est sous microscope. Vous voyez la taille à peu près sur le côté. Donc on est sur ça fait à peu près 100 microns. Donc faut avoir en tête qu'une taille de port, là, on est sur de la dizaine de microns, quelque chose comme ça. On a mis, donc ce que vous voyez, c'est de l'eau qui est ensemencée avec des particules. Donc on a mis des petites particules de façon à pouvoir visualiser les trajets du fluide dans le système. Donc en fait ici c'est un zoom, il faut voir que notre modèle était beaucoup plus gros, hein. Il s'étendait sur celui-là, on avait couvert jusqu'à 5 cm par 5 cm de ce type de motif. Et ce qu'on y voit, c'est assez important, c'est que toutes les trajectoires des particules, elles sont pas du tout aléatoires. On voit que les zones où les particules vont plus vite sont toujours les mêmes. Les zones où elles sont plus lentes sont toujours les mêmes. Et si on traçait les trajectoires des particules, on voit qu'elles sont entièrement déterministes. Pourquoi elles sont déterministes? Parce qu'elles obéissent les lois de la mécanique des fluides, donc les équations que je vous ai présentées tout à l'heure, les équations de Navier-Stokes. Donc là, on est sur des écoulements qui sont monophasiques. On regarde que les écoulements de l'eau entièrement très lent, entièrement déterministe. C'est un peu plus compliqué si vous regardez par exemple les écoulements multiphasiques. Donc là, vous avez de l'eau ensemencée avec des particules pour la visualisation et on va pousser cette eau avec de l'huile. Donc l'huile, c'est la phase qui est arrivée ici, qui est arrivée et qui n'a pas de particules. Donc, on voit beaucoup de choses en fait sur ce type de simulation. Déjà, ce qu'on voit, c'est c'est beaucoup plus chaotique. C'est beaucoup plus chaotique du moment qu'on va avoir plusieurs fluides hein, qui partagent notre espace sporal. On voit que l'écoulement va arriver par différents endroits. Donc, on a notre huile principale qui était. Donc, on a un mouvement principal ici qui est de la gauche vers la droite, mais pour autant, on a des mouvements de fluide qui vont un petit peu dans tous les sens. Et surtout, on a nos particules qui n'arrêtent pas de faire des petites fluctuations. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant qu'on a observé grâce à ce type de technique qu'on n'avait pas vu auparavant. Alors aujourd'hui, on sait que c'est là. On arrive à expliquer pourquoi on a ces fluctuations. Donc c'est vraiment à cause de ces sauts brutaux, ces envahissements un peu soudains de notre espace sporal. Donc on les visualise, on sait qu'ils sont là. On n'a encore aujourd'hui aucune idée des conséquences à très haute échelle de ces phénomènes, de ces petites fluctuations. Donc, une des choses qu'on suppose en termes, par exemple, de contamination, c'est que ça va favoriser le mélange de nos contaminants dans nos fluides. Mais on n'en est pas encore sûr, donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce sujet-là aujourd'hui. Donc, je vous ai montré les techniques qu'on utilise dans le laboratoire hein, pour faire ces études du transport de contaminants en zoomant sur les petites échelles. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas développer quelques techniques pour pouvoir remobiliser ces contaminants, notamment les petites gouttelettes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont piégées par capillarité? Donc, une des, une des recherches que l'on mène aujourd'hui au laboratoire, donc qui fait partie de ce projet européen, c'est d'essayer d'utiliser des petites particules, des nanoparticules, qu'elles soient là de façon naturelle, qu'on va chercher à stimuler ou qu'on va injecter dans le sol, pour pouvoir remobiliser ces gouttes qui sont piégées par capillarité.
Donc, vous voyez ici, en fait, une expérience microfluidique. Donc, vous voyez de l'eau toujours ensemencée avec des particules et vous voyez des gouttes d'huile. Donc, certaines sont piégées par capillarité et d'autres sont remobilisées et sont en train d'être chassées, hein, du domaine. Donc, on voit deux phénomènes qui sont intéressants. On voit que c'est ici, on voit que nos particules vont venir s'agréger à la surface, à l'interface, en fait, entre l'huile et l'eau. Donc nous, on pense que ce mécanisme-là, il permet de changer les propriétés interfaciales de l'eau, un peu comme des tensions actives, un peu comme si vous mettiez du savon, en fait, hein, dans le système, ce qui va changer les tensions de surface, donc changer les forces capillaires et pouvoir redéloger vos gouttelettes qui sont piégées par capillarité. Ce qu'on voit aussi, c'est on a on a certains endroits ici, là, ici où on a des particules. Les particules, nos particules sont venues s'agglomérer, sont venues s'accumuler et sont venues boucher les pores. Alors ça, c'est un des phénomènes qu'on regarde beaucoup nous en ce moment parce que le fait qu'on a ce phénomène de colmatage, donc on a des pores qui sont bouchés, faut vraiment voir la même chose que sur un trafic routier. On a un embouteillage, on a coincé un endroit, donc qu'est-ce qui se fait? Bah, tout le trafic va se rerouter vers des réseaux secondaires. Donc là, ce qu'on essaie de comprendre, c'est dans quelles conditions on va boucher les pores et est-ce qu'on peut utiliser le fait que ces pores vont être colmatés pour pouvoir rediriger notre écoulement et exercer plus de force, plus de pression vers les endroits où on avait des gouttelettes qui étaient piégées par capillarité. Donc là, ce que je vous montre, c'est les derniers résultats qu'on a obtenus au laboratoire, à la fois en termes de simulation et d'expérience. Donc sur la gauche, c'est probablement la modélisation numérique la plus avancée, hein, qui nous a été que l'on a développée au laboratoire. Donc vous voyez une injection d'un fluide qui contient des particules et on voit que les particules, elles vont venir s'agréger par des forces électrostatiques, elles vont venir s'agréger, se coller entre elles, se coller sur les parois de notre solide et boucher les pores. Donc au niveau du code couleur, ce que vous voyez, c'est le champ de vitesse. Donc c'est-à-dire que plus on va vers le rouge, plus on est rapide, plus on est vers le bleu, plus on est lent. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ce champ de vitesse, bah, il évolue au cours du temps parce qu'on est en train de boucher des canaux, de boucher des chemins. Et à la fin de cette simulation, en fait, on a tellement tout bouché que plus rien ne peut passer, donc ça, c'est intégralement colmaté. Et ce que vous voyez sur l'image de droite, donc c'est le pendant expérimental, hein, à cette expérience, où on voit également, hein, donc notre transport de particules et certaines zones où on a piégé, en fait, hein, où on a bloqué les ports. C'est encore des travaux préliminaires de notre côté. Nous, on croit beaucoup, hein, à ces approches qui combinent à la fois simulation numérique et expérience à petite échelle, ce qui nous permet d'avoir une meilleure compréhension des phénomènes, des processus qui pourraient éventuellement nous permettre de les maîtriser. Donc, je vais m'arrêter là, je vais conclure en quelques mots. Donc, ça n'a échappé à personne, hein, la ressource en eau est fragile. Tous les jours, quasiment, enfin peut-être sauf les derniers jours, parce que l'actualité est focalisée sur d'autres points, mais on entend de nouveaux contaminants qui émergent, hein. Donc on parle beaucoup aujourd'hui des polluants éternels, les PFAS, donc qui se retrouvent et qui contaminent des très grandes masses d'eau. On va parler des pollutions aux nanoparticules, des pollutions aux microplastiques, une grosse pollution, hein, dont on a aujourd'hui assez peu de donc on commence à mesurer l'ampleur, mais dont on n'arrive pas encore à connaître, à quantifier les volumes qui ont été contaminés. Donc toutes les approches que nous on développe, elles partent de la petite échelle, parce que c'est là où vont se transporter, c'est là où vont être stockés en fait, hein, tous ces contaminants. Et la compréhension de ces micro-écoulements, elle va permettre de mieux comprendre les mécanismes de transport et par la suite de pouvoir développer, hein, des stratégies de remédiation. Donc, je vous remercie pour votre attention. Si les approches microfluidiques pour les géosciences vous intéressent, on a, on a deux médias qui peuvent vous intéresser. Donc, on a une vidéo qui a été réalisée par un YouTuber qui s'appelle Monsieur Bidouille, qui est venu au laboratoire et qui a fait
toute une vidéo qui a eu un certain succès sur la microfluidique pour les géosciences. Donc je vous encourage à aller la voir. Et on a également un article qui a été publié dans le magazine Pour la Science, c'était en mai 2022, qui décrit en fait hein, toute cette technologie qu'on développe pour pouvoir étudier le transport des contaminants sur des sous-microscopes. Donc avec ça, je vous remercie pour votre attention et je serai ravi de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Cyprien. Alors, on a une question tout de suite. De même, avez-vous déjà fait des Et prévisions coupé, sur Anne. l'évolution du cadmium contenu dans certains engrais? Ton micro est coupé. Bah non. Là, tu m'entends? Bon. Donc, déjà fait des prévisions sur l'évolution du cadmium contenu dans certains engrais? Alors moi, non. À titre personnel, non. Mais je sais qu'il y a des gens hein, qui travaillent sur le sujet. Euh, donc aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, c'était principalement des écoulements de fluide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet, on cherche à pouvoir transporter ces contaminants et de voir quelles sont les réactions qui, qui en découlent, parce que donc selon les molécules qu'on va transporter, elles vont venir se fixer, elles vont avoir plus ou moins d'affinité avec pour se déposer sur les minéraux. Donc on développe dans les codes que l'on développe, on cherche justement à prendre en compte le plus possible hein, toute la variété de chimie qui existe. Alors, autre question, comment expliquez-vous la sensibilité des sourciers? Elle est dure, celle-là. Elle est dure. Je pourrais pas vous répondre en fait. Je pourrais pas vous Explique pas. répondre. Personnellement, j'ai jamais expérimenté hein, l'expérience des sourciers. J'ai vu des vidéos et on m'a rapporté, hein, notamment on a des étudiants qui ont été sur un camp de terrain et ils avaient un sourcier et ça avait l'air assez bluffant. J'ai vu les vidéos, en effet, on voit la sensibilité, on voit la baguette qui bouge. Mais je pourrais pas vous répondre à ces questions-là. Alors, une nouvelle question. Quelles conséquences suite à la fracturation des schistes pour extraire des hydrocarbures? Alors c'est une question qui est très intéressante, qui est assez complexe. Euh, Donc au niveau des hydrocarbures, le problème donc, ces schistes, en fait, sur ces roches-mères, c'est qu'elles ont très peu de porosité, initialement, très peu de porosité, très peu de perméabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extraire les fluides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fracturer ces formations de façon à créer plus de porosité, plus de perméabilité pour pouvoir en récupérer des fluides. Dans l'étape de fracturation, notamment la stimulation fracturation hydraulique, c'est qu'on va injecter de l'eau à très haute pression pour pouvoir en fait fracturer hein, la formation mais de façon à ce que les fractures, les micro-cracks que l'on a créés avec la fracturation restent ouvertes, en fait, on va injecter d'autres types de produits, notamment les propans, qui vont maintenir notre fracture ouverte. Et c'est plutôt ce type de produits qui sont toxiques et néfastes hein, pour la ressource en eau. Alors, ce qu'il faut espérer, c'est que les personnes qui exploitent ces réservoirs gaz de schiste le font loin de la ressource en eau. En effet, si on fracture et qu'on arrive sur un aquifère, c'est là où il y a des risques de contamination. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'il n'y en a plus qui sont posées par écrit. Donc, si vous pouvez continuer à alimenter la boîte à questions, sinon, va falloir improviser. N'hésitez pas, hein. Il n'y a pas de mauvaises questions. Mais bon, si personne n'en a, bon. On vous laisse 2-3 minutes et sinon, ben, on met fin au webinaire. Mais en tout cas, merci pour votre participation. Je vois que quelques personnes ont dit que c'était super intéressant, mais qu'ils devaient quitter. Et Il y a il y une a main eu levée. effectivement beaucoup de participants. Il y a un levage de main, mais en fait, je peux pas vraiment donner la parole. Faut taper dans le, faut taper dans
Alors, je vais essayer de vous donner la parole. Ah, permettre de parler. Alors, Monsieur Maurice, vous activiez le son. Oui, le problème des antibiotiques. Ah, la contamination aux antibiotiques. Merci. C'est tout un sujet. En effet, qui est un peu la même question finalement que cadmium, hein, enfin que tous les produits. Donc, c'est des produits qui vont se disperser, qui vont se transporter, qui vont être dissous en phase aqueuse et qui vont être, qui vont être transportés et retenus hein, par nos milieux poreux. Donc, le même type d'approche que l'on développe peut en effet être utilisé pour étudier ce type de contamination, qui est une vraie contamination. Je vous encourage à aller voir les travaux de ma collègue Anaëlle Simoneau qui travaille notamment sur ce type de problématique. Alors, d'autres questions. Est-ce que ces études s'appliquent aux entrées d'eau salée vers les nappes? Entre parenthèses, BIDO. Oui. Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc les entrées d'eau salée, elles vont être souvent regardées sur des grosses échelles, hein, sur les échelles plutôt milieu poreux, mais en effet, la physique du mélange, parce que dès qu'on va avoir si on zoome, en fait, on va avoir une eau très salée qui va se mélanger avec une eau moins salée, et donc on va chercher à comprendre ce qui se passe au niveau du mélange. Donc en effet, ces approches plus petites échelles s'adaptent complètement à l'étude de ce type de processus. Eh ben, écoutez, je crois qu'on a on a fait le tour des dernières questions.